salle comble aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter en 3 phrases. Je m'appelle Laurent Béjot. Je suis un ancien coureur. J'ai commencé adolescent par du demi-fond. J'ai encore en 2,28 quand j'étais junior sur 1000 mètres. Vous avez une idée, 52 au 800, 52 au 1500 pour les puristes. Et puis je suis monté dans les distances. J'ai fait des trucs débiles comme 6 Ironman. Voilà, j'ai une expérience qui va vraiment du quasi-sprint jusqu'à du très très long. J'ai fait un master en éducation physique à l'UCL et j'étais étudiant-chercheur en physiologie de l'effort. J'ai beaucoup travaillé dans les labos où on met des masques, on mesure la spirométrie, la de max. Toutes ces choses-là ont été ma passion pendant de nombreuses années. Puis j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique, comme l'orateur suivant d'ailleurs. Et puis, parallèlement à ça, avec un associé, j'ai fondé ForMyFit, qui est donc une start-up de la région, qui fait des plans d'entraînement complètement individualisés, sur mesure et sur une application. Donc je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de l'exposé ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, le but de l'exposé est de vous parler un peu plus en détail de la physiologie de l'effort et de ce qui va conditionner votre préparation pour être au top niveau le jour J où vous allez faire votre semi-marathon. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous poser une question pour avoir une idée de qui on a dans le public. Qui parmi vous a déjà fait un semi-marathon? On n'a que des experts. Qui n'a jamais fait de semi-marathon? Ah, quand même. Et qui envisage de faire un semi-marathon ici à Mons le 31 mars? Est-ce qu'il y a déjà des marathoniens peut-être dans la salle, sans doute? Ouais. Bien. Donc on a vraiment affaire à des experts. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment aborder l'entraînement du semi-marathon, puisque on est là pour ça ce soir. Mais vous allez voir que la préparation du semi-marathon n'est pas fondamentalement différente. En tout cas, les fondamentaux physiologiques qui se cachent derrière sont quand même assez similaires. Alors, comment est-ce qu'on aborde l'entraînement du semi-marathon? Il y a un seul objectif à avoir. En tout cas, si on recherche la performance, on va parler plutôt performance aujourd'hui puisqu'on a des experts. L'objectif, c'est d'améliorer votre rendement à vitesse de course. Alors, le rendement à vitesse de course, il est déterminé par énormément de paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a tout d'abord la distance de la course. Donc, quand on parle en semi-marathon, je ne vous apprends rien, c'est les 21,1 km. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes filières énergétiques que lorsqu'on fait un 800 mètres, ou un 5000 mètres, ou un 10 000 mètres, ou un marathon, ou encore un Ironman. Alors, il y a évidemment la durée de l'effort, et la durée de l'effort, elle va être définie, déterminée par votre capacité. Et donc, pour les meilleurs, on va parler de 1 heure, et pour la majorité du peloton, 1h30, 1h45, et puis il y a des gens qui vont faire leur semi-marathon en 3 heures. Donc faire 1 heure d'effort ou faire 3 heures d'effort, c'est pas du tout la même chose, surtout en termes d'alimentation. Et ça, Pierre vous en touchera certainement un peu après. Ça dépend aussi de votre VMA. Qui a déjà entendu parler de la VMA ici? Vraiment des super experts là. Donc la VMA, la vitesse maximale aérobie ou la puissance aérobie. Et je vais revenir beaucoup plus en détail là-dessus, sur votre niveau d'endurance. La VMA, c'est vraiment la puissance du moteur, et puis le niveau d'endurance, c'est quel pourcentage de ce moteur on va être capable d'utiliser sur une durée qui va varier entre 6 minutes et plusieurs heures lorsqu'on parle de marathon. Alors il y a aussi votre rendement de course, votre niveau des réserves, et ça c'est directement lié à l'alimentation et à l'entraînement aussi bien sûr. Il y a la tactique de course. Si vous partez à fond les manettes pendant 5 minutes, ça va être très compliqué le restant du semi. Et puis, dernière chose, il y a votre mental. Alors, les psychologues du sport vont dire que le mental intervient pour 50% de la performance. Pour autant, vous soyez quand même entraîné, et quand on est à un très très haut niveau,
effectivement, si on veut gagner les 5% qui va faire la différence entre la première et la 100e place, le mental est très très important. Chez les débutants, c'est d'abord et avant tout la préparation qui va définir votre performance. Alors, je vais commencer par le rendement de course parce que c'est peut-être ce qui est le plus simple et c'est peut-être ce qui est le plus facile à expliquer et je vais passer très rapidement là-dessus. Votre rendement de course il va être défini et déterminé par 3 paramètres. D'abord, votre poids. J'imagine que vous avez déjà une idée de si vous perdez 1 kg, que votre performance va s'améliorer. D'après vous, quand on perd 1 kg, grosso modo, combien de secondes on va gagner par kilomètre? 3-4 secondes. Qui a répondu? Magnifique. Si j'avais un bon jeu, je le ferais. 8 secondes. Donc, selon la littérature, on parle même de 2 à 5 secondes. Le range est encore plus large, mais la moyenne est plus ou moins là. Et forcément, ça va être très très différent si on est un athlète de très haut niveau par rapport à un athlète moyen. Donc ça vaut la peine. Hein. Une des façons la plus rapides de gagner en performance, c'est d'abord de perdre du poids parce qu'il faut déplacer son corps, ce qui va être moins le cas dans le cyclisme, sauf lorsque on travaille l'école évidemment. Alors il y a aussi votre technique de course. C'est quelque chose qu'on peut travailler évidemment avec des éducatifs de course. Quand on est dans des athlètes de niveau régional et national, on travaille beaucoup ça avec la PPG, la préparation physique générale, où on travaille des exercices de montée de genoux, de placement de bassin, de gainage, etc. Donc tout ça va avoir un impact où vous allez pouvoir gagner pas mal de pourcents sur votre rendement de course. Et donc avec le même moteur, ça va vous permettre de courir peut-être 1-2 km/h plus vite parce que vous allez améliorer votre technique de course. Et puis on parlait de gainage et de renforcement musculaire. Ça c'est vraiment pour améliorer la qualité musculaire des muscles qui sont vraiment soumis à l'effort, notamment les quadriceps, les ischios, les mollets dans la course à pied, mais aussi tout ce qui est gainage justement pour avoir un bon alignement et ne pas partir avec le bassin en arrière pour avoir un rendement biomécanique où vous allez vraiment avoir une propulsion qui va vous permettre d'aller vers l'avant plutôt que d'aller vers le haut, de faire des oscillations verticales où il y a une dépense d'énergie assez importante qu'on va rechercher dans le sprint. Hein, évidemment, les sprinteurs, eux, ont une technique de course qui est très très différente du semi-marathonien et du marathonien. Mais le but dans un semi-marathon, c'est d'être le plus économique possible pour, avec la puissance du moteur que vous avez, essayer de tirer le maximum. Et puis il y a les qualités neuromusculaires qui vont vous permettre, avec le même moteur, d'avoir dans le rendement la possibilité d'être plus fluide dans le mouvement, d'être moins saccadé et de gagner encore les quelques petits pourcents qui vont faire la différence. Dernière chose, au niveau tendineux, vous savez certainement que dans la course à pied, il y a un mouvement d'absorption lorsqu'on attaque avec le talon, qu'on attaque les pieds ou qu'on attaque plante de pied. Et donc le tendon va jouer un rôle de ressort et d'absorbeur d'énergie. Et donc des tendons qui sont souples, qui sont bien hydratés, vont vous permettre d'avoir aussi un meilleur rendement. Je ne rentre pas dans tous ces détails aujourd'hui, mais vont aussi, lorsque on prend soin de ces tendons et qu'on les hydrate bien, notamment dans la période de préparation, vont vous permettre d'éviter les fameuses blessures qui sont évidemment la bête noire et le cauchemar du coureur qui se prépare régulièrement parce que lorsque vous êtes blessé et que vous devez arrêter votre performance, enfin votre entraînement, une semaine d'entraînement, on peut perdre déjà jusqu'à 10% en termes de puissance aérobie. Et donc, dans les semaines qui suivent, c'est une courbe qui va dans l'autre sens, comme ça. Donc, après 3 mois d'arrêt, on a perdu 30% de sa puissance aérobie. Et pour récupérer, après 3 mois d'arrêt complet, votre niveau de base, il faut compter quasiment 2 fois à 3 fois le temps que vous avez perdu. Vous arrêtez 3 mois l'entraînement suite à une blessure, il va falloir grosso modo 6 mois pour revenir à votre niveau de base. Et la durée pour récupérer va être d'autant plus longue que les années vont agir sur vous. Quand on est jeune, on récupère relativement vite. Et plus les années passent, plus c'est difficile évidemment de récupérer après une blessure. Alors, ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, puisqu'on va parler de la physiologie des sports, de la physiologie du sport, pardon, c'est cette histoire de VMA, de niveau d'endurance et des réserves énergétiques. Donc tout votre entraînement va avoir pour but
d'augmenter ces trois paramètres et de les augmenter en parallèle pour justement arriver, avec les phénomènes de surcompensation, pour permettre d'arriver le jour J au sommet de votre forme. Donc tout ça, c'est la partie entraînement physique dans votre préparation. Donc la VMA, je vous en parlais déjà tout à l'heure, la VMA c'est la puissance aérobie. Le niveau d'endurance par contre c'est la capacité aérobie. Alors pour vous illustrer tout ça, j'ai fait un petit schéma. Donc lorsque vous faites un effort, comme un semi-marathon, le but du jeu c'est d'avoir des muscles qui se contractent, et ces muscles pour se contracter ils ont besoin d'énergie. L'énergie qui vient dans un premier temps de la dégradation du glucose en eau et en CO2, avec évidemment l'apport d'oxygène. Ça, c'est la filière énergétique aérobie classique qu'on met en route relativement vite. Donc, voilà. Donc ça, là, ici, on parle de la filière aérobie, puis il y a la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. La filière anaérobie lactique, c'est typiquement la filière qu'on va utiliser quand on fait un effort style 400 mètres. Donc, les frères Bourlet, ceux qui doivent beaucoup travailler, c'est cette filière anaérobie lactique. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, filière anaérobie lactique? Qui connaît ça? Non? Ah, je vais expliquer ça un peu plus. Donc, pour que le muscle se contracte, on a besoin d'énergie, je l'avais expliqué, et l'énergie de base, c'est le glucose. Sur des efforts plus longs, ce sont les lipides, ça Pierre va en parler après. Voilà. Donc, parlons d'abord du glucose pour faire simple. Donc, on va apporter de l'oxygène au muscle pour que l'oxygène, mélangé à du glucose, transforme ça en CO2 et en eau, avec une production de ce qu'on appelle l'ATP. Et l'ATP, c'est ce qui va faire que les fibres musculaires ici vont pouvoir se contracter. C'est le principe de base de la mécanique d'un muscle lorsqu'il fonctionne bien. Quand l'intensité de l'exercice devient trop importante, on n'apporte plus suffisamment d'oxygène au niveau du muscle, et donc le muscle va quand même continuer à bien fonctionner, mais avec ce qu'on appelle une dette d'oxygène. Et cette dette d'oxygène va faire que, au lieu de dégrader, parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'équation chimique, au lieu de dégrader le glucose en CO2 et en eau, on va avoir un résidu qu'on appelle l'acide lactique. Donc cet acide lactique, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui brûle. Pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, quand vous faites des pompages, puis que vous êtes au 52e, et puis que vous commencez à trembler dans tous les sens, là vous êtes gorgé d'acide lactique, c'est ce qui fait très très mal. Quand on fait en 400 mètres ou en 800 mètres, on court à plein pot, on part en sprint, à un moment donné, il n'y a plus assez d'oxygène, donc on a vraiment, pour que le muscle se contracte parfaitement, solliciter cette filière énergétique. Et là, ça brûle et ça fait mal. Et quand vous voyez les brûlés sur les 100 derniers mètres, au début, ils courent à du 11 secondes sur les 100 premiers mètres, puis ils maintiennent sur 11 secondes. Et puis les derniers 100 mètres, même s'ils ont l'impression de faire un sprint, si on a l'impression qu'ils sprintent, ils vont courir en 12, 13, 14, 15 secondes. Et donc ça, c'est un entraînement qui est très différent. On apprend à tolérer l'acide lactique, on apprend vraiment à se faire mal et à supporter cette douleur qui est liée à cette acidose du sang liée à cette dégradation musculaire. Donc cette filière anaérobie lactique, elle a un très gros débit, mais il y a des réserves qui sont relativement faibles. Donc si on va à fond la caisse, comme sur un 400, on va tenir grosso modo 40 secondes si on n'est pas entraîné, quand on est bien entraîné, on va tenir un peu plus longtemps, jusqu'à 1 minute, sachant que le corps est bien fait, on ne travaille pas en anaérobie lactique au début, puis seulement commencer à faire intervenir l'oxygénation. Toutes les filières se mettent en marche, mais elles travaillent avec des débits différents. Donc au début, on commence par l'anaérobie alactique. Donc là, on n'a pas besoin d'oxygène, on peut courir en apnée. Donc un Usain Bolt, quand il fait son 100 mètres, s'il court en apnée, ça ne changerait rien. Il a assez d'énergie, en tout cas pendant 7 secondes, on a assez d'énergie dans le muscle et pour pouvoir avoir ce débit et cette puissance extrêmement importante. Le lanceur de poids n'a pas besoin de travailler son endurance, ça ne sert absolument à rien,
parce qu'il fait un effort de moins de 3 secondes. Par contre, plus on avance dans le temps, plus on va avoir besoin d'utiliser des filières différentes. Donc, première filière mise en route, l'anaérobie lactique, très grosse puissance, très petit réservoir. Puis l'anaérobie lactique, le coureur de 400, encore un gros débit, un réservoir un peu plus grand, mais tient une 2 minutes. Puis la filière aérobie, très très gros réservoir, tient grosso modo 1h30, parce qu'on a du glycogène dans le foie et dans les muscles qui permet de dégrader ça pendant un temps certain et selon l'entraînement qui permet de tenir grosso modo 1h30. Au-delà de ça, si on ne se réalimente pas, ce sera l'objet de l'exposé suivant, j'imagine, si on ne se réalimente pas, on va passer sur la filière lipidique, et donc le débit ici sera encore un peu plus faible, quoique si on est bien entraîné, ça peut être assez similaire, mais le réservoir, là par contre, il est quasi inépuisable. On peut courir pendant des heures et des heures si on court à une intensité qui vous convient à vous et où on ne sollicitera au niveau de la dépense énergétique pratiquement que des lipides. Des questions sur ça? C'est la partie la plus compliquée. C'est le moment. Bon, ça va? N'hésitez pas. Hein. Je vais bien expliquer. Donc, résumé tout ça, comme je vous disais, au tout début de l'exercice, pendant grosso modo 10 secondes, on va aller chercher dans l'ATP, c'est la filière anaérobie lactique, ça c'est le sprinter. Puis, on va aller dans la filière anaérobie lactique, pardon. Donc là, ça va jusque grosso modo 1 minute, mais vous voyez, ça ne s'arrête pas d'une minute à l'autre, donc c'est vraiment comme une courbe de Gauss. Donc on va encore solliciter cette filière-là pendant 2, 3, 10 et même plus longtemps. Et donc si on continue à courir en sur-régime, ce qu'on appelle au-dessus du seuil anaérobie, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même une production d'acide lactique, et cet acide lactique, il s'accumule au fil des minutes et des heures, et puis à un moment donné, vous avez des crans, vous êtes complètement cuit, et c'est ça qui va faire que votre performance va être fortement réduite, d'où l'importance de ne pas partir trop vite lorsque vous faites une épreuve de longue haleine comme un semi-marathon, pour justement ne pas avoir ce résidu d'acide lactique qui va rester dans votre sang et qui sera métabolisé petit à petit si vous redescendez en intensité, mais au final, vous allez perdre pas mal si vous partez trop vite. Et puis il y a la filière aérobie, et donc l'intensité et la puissance que vous allez pouvoir développer en fonction du temps va diminuer. Et puis il y a la filière glycogène et lipides, aérobie, où là, on va chercher le maximum de la puissance aux alentours de 10 à 30 minutes, jusqu'au 10 mm. Et au-delà de 10 mm, on a une faible diminution, mais en général, on est parti sur le même tempo pendant relativement longtemps si on gère bien l'alimentation. Donc, ça, ce sera la partie de l'exposition. Donc, pour résumer, la capacité aérobie, c'est le réservoir, donc c'est important de travailler ça aussi, et la puissance aérobie, c'est le débit, donc c'est vraiment le robinet, ou la taille du robinet. Ouais. Vous voulez une autre analogie plus sexe? Donc ça c'est la vessie, ça c'est... Vous avez compris? Voilà. Alors, quand on fait un travail en capacité aérobie, on va travailler à grosso modo 60-70% de votre VM1. Ça c'est le travail en capacité aérobie. Le travail en puissance aérobie, on va travailler à maintenant 100% de la VMA, voire 105-110%, mais sur des intervalles très très courts, 30 secondes maximum, si on veut dépasser ces 100%. Et alors il faut bien jouer avec les différentes récupérations. Et j'arrive donc sur la deuxième partie de l'exposé de ce soir, qui est la manière dont on va composer votre entraînement et la façon dont on compose la charge d'entraînement en course de fond. Ça dépend de 3 choses. Ça dépend de l'intensité de chacun des exercices, ça dépend du volume qu'on va mettre sur chaque intensité, et ça dépend de la récupération. La récupération
est aussi importante que l'entraînement dans un entraînement. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et si on veut construire les choses de façon professionnelle, eh bien, il faut vraiment réfléchir à la manière dont on va placer ces périodes de récupération. Et je vais vous expliquer pourquoi.